René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 16. La dégénérescence de la monnaie. Arrivé à ce point de notre exposé, il ne sera peut-être pas inutile de nous en écarter quelque peu, du moins en apparence, pour donner, ne fût-ce qu'assez sommairement, quelques indications sur une question qui peut sembler ne se rapporter qu'à un fait d'un genre très particulier, mais qui constitue un exemple frappant des résultats de la conception de la vie ordinaire, entre guillemets, en même temps qu'une excellente illustration, entre guillemets, de la façon dont celle-ci est liée au point de vue exclusivement quantitatif, et qui, par ce dernier côté surtout, se rattache en réalité très directement à notre sujet. La question dont il s'agit est celle de la monnaie, et assurément, si l'on s'en tient au simple point de vue économique entre guillemets tel qu'on l'entend aujourd'hui, il semble bien que celle-ci soit quelque chose qui appartient aussi complètement que possible au règne de la quantité entre guillemets. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elle joue, dans la société moderne, le rôle prépondérant que l'on ne connaît que trop et sur lequel il serait évidemment superflu d'insister. Mais la vérité est que le point de vue économique entre guillemets lui-même et la conception exclusivement quantitative de la monnaie qui lui est inhérente ne sont que le produit d'une dégénérescence somme toute assez récente, et que la monnaie a eu à son origine et a conservé pendant longtemps un caractère tout différent et une valeur proprement qualitative, si étonnant que cela puisse paraître à la généralité de nos contemporains. Il est une remarque qu'il est bien facile de faire, pour peu qu'on ait seulement des yeux pour voir, entre guillemets, c'est que les monnaies anciennes sont littéralement couvertes de symboles traditionnels, pris même souvent parmi ceux qui présentent un sens plus particulièrement profond. C'est ainsi qu'on a remarqué notamment que, chez les Celtes, les symboles figurant sur les monnaies ne peuvent s'expliquer que si on les rapporte à des connaissances doctrinales qui étaient propres aux druides. Ce qui implique d'ailleurs une intervention directe de ceux-ci dans ce domaine. Et, bien entendu, ce qui est vrai sous ce rapport pour les Celtes l'est également pour les autres peuples de l'Antiquité, en tenant compte naturellement des modalités propres de leur organisation traditionnelle respective. Cela s'accorde très exactement avec l'inexistence du point de vue profane dans les civilisations strictement traditionnelles. La monnaie, là où elle existait, ne pouvait elle-même pas être la chose profane qu'elle est devenue plus tard. Et, si elle l'avait été, comment s'expliquerait ici l'intervention d'une autorité spirituelle, qui évidemment n'aurait rien eu à y voir, et comment aussi pourrait-on comprendre que diverses traditions parlent de la monnaie comme de quelque chose qui est véritablement chargé d'une influence spirituelle, entre guillemets, dont l'action pouvait effectivement s'exercer par le moyen des symboles qui en constituaient le support, entre guillemets, normal. Ajoutons que, jusqu'en des temps très récents, on pouvait encore trouver un dernier vestige de cette notion dans des devises de caractère religieux, qui n'avaient assurément plus de valeur proprement symbolique, mais qui étaient du moins comme un rappel de l'idée traditionnelle désormais plus ou moins incomprise, mais, après avoir été, en certains pays, reléguées autour de la tranche entre guillemets des monnaies, ces devises mêmes ont fini par disparaître complètement, et, en effet, elles n'avaient aucune raison d'être dès lors que la monnaie ne représentait plus rien d'autre qu'un signe d'ordre uniquement matériel entre guillemets et quantitatif. Le contrôle de l'autorité spirituelle sur la monnaie sous quelque forme qu'il se soit exercé n'est d'ailleurs pas un fait limité exclusivement à l'Antiquité, et sans sortir du monde occidental, il y a bien des indices qui montrent qu'il a dû s'y perpétuer jusque vers la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire tant que ce monde a possédé une civilisation traditionnelle. On ne pourrait en effet s'expliquer autrement que certains souverains, à cette époque, aient été accusés d'avoir altéré les monnaies, entre guillemets. Si leurs contemporains leur en firent un crime, il faut conclure de là qu'ils n'avaient pas la libre disposition du titre de la monnaie et que, en le changeant de leur propre initiative, ils dépassaient les droits reconnus au pouvoir temporel. Note de bas de page. Voir Autorité spirituelle et pouvoir temporel, page 111, où nous nous sommes référés plus spécialement au cas de Philippe le Bel, et où nous avons suggéré la possibilité d'un rapport assez étroit entre la destruction de l'ordre du Temple et l'altération des monnaies,
ce qui se comprendrait sans peine si l'on admettait, comme au moins très vraisemblable, que l'ordre du Temple avait alors, entre autres fonctions, celle d'exercer le contrôle spirituel dans ce domaine. Nous n'y insisterons pas davantage, mais nous rappellerons que c'est précisément à ce moment que nous estimons pouvoir faire remonter les débuts de la déviation moderne proprement dite. Retour au texte. Dans tout autre cas, une telle accusation aurait été évidemment dépourvue de sens. Le titre de la monnaie n'aurait d'ailleurs eu alors qu'une importance toute conventionnelle, et en somme, peu aurait importé qu'elle fût constituée par un métal quelconque et variable, ou même remplacée par un simple papier, comme elle l'est en grande partie de nos jours, car cela n'aurait pas empêché qu'on pût continuer à en faire exactement le même usage matériel, entre guillemets. Il fallait donc qu'il y eût là quelque chose d'un autre ordre, et nous pouvons dire d'un ordre supérieur, car ce n'est que par là que cette altération pouvait revêtir un caractère de si exceptionnelle gravité qu'elle allait jusqu'à compromettre la stabilité même de la puissance royale, parce que, en agissant ainsi, celle-ci usurpait les prérogatives de l'autorité spirituelle qui est, en définitive, l'unique source authentique de toute légitimité. Et c'est ainsi que ces faits, que les historiens profanes ne semblent guère comprendre, concourent encore à indiquer très nettement que la question de la monnaie avait, au Moyen Âge aussi bien que dans l'Antiquité, des aspects tout à fait ignorés des modernes. Il est donc arrivé là ce qui est arrivé généralement pour toutes les choses qui jouent, à un titre ou à un autre, un rôle dans l'existence humaine. Ces choses ont été dépouillées peu à peu de tout caractère sacré entre guillemets ou traditionnel, et c'est ainsi que cette existence même, dans son ensemble, est devenue toute profane et s'est trouvée finalement réduite à la basse médiocrité de la vie ordinaire entre guillemets, telle qu'elle se présente aujourd'hui. En même temps, l'exemple de la monnaie montre bien que cette profanisation entre guillemets, s'il est permis d'employer un tel néologisme, s'opère principalement par la réduction des choses à leur seul aspect quantitatif. En fait, on a fini par ne plus même pouvoir concevoir que la monnaie soit autre chose que la représentation d'une quantité pure et simple. Mais, si ce cas est particulièrement net à cet égard, parce qu'il est en quelque sorte poussé jusqu'à l'extrême exagération, il est bien loin d'être le seul où une telle réduction apparaisse comme contribuant à enfermer l'existence dans l'horizon borné du point de vue profane. Ce que nous avons dit du caractère quantitatif par excellence de l'industrie moderne et de tout ce qui s'y rapporte permet de le comprendre suffisamment. En entourant constamment l'homme des produits de cette industrie, en ne lui permettant pour ainsi dire plus de voir autre chose, ouvrons la parenthèse, sauf, comme dans les musées par exemple, à titre de simple curiosité entre guillemets, n'ayant aucun rapport avec les circonstances réelles entre guillemets de sa vie, ni par conséquent aucune influence effective sur celle-ci, fermons la parenthèse, on le contraint véritablement à s'enfermer dans le cercle étroit de la vie ordinaire entre guillemets, comme dans une prison sans issue. Dans une civilisation traditionnelle, au contraire, chaque objet, en même temps qu'il était aussi parfaitement approprié que possible à l'usage auquel il était immédiatement destiné, était fait de telle façon qu'il pouvait à chaque instant, et du fait même qu'on en faisait réellement usage, ouvrons la parenthèse, au lieu de le traiter en quelque sorte comme une chose morte, ainsi que le font les modernes pour tout ce qu'ils considèrent comme des œuvres d'art, entre guillemets, fermons la parenthèse, servir de support, entre guillemets, de méditation reliant l'individu à quelque chose d'autre que la simple modalité corporelle, et aidant ainsi chacun à s'élever à un état supérieur selon la mesure de ses capacités. Quel abîme entre ces deux conceptions de l'existence humaine! Note de bas de page. On pourra sur ce sujet consulter de nombreuses études de A. K. Kumaraswamy, qui l'a abondamment développé et illustré, entre guillemets, sous toutes ses faces et avec toutes les précisions nécessaires. Cette dégénérescence qualitative de toute chose est d'ailleurs étroitement liée à celle de la monnaie, comme le montre le fait qu'on en est arrivé à n'estimer entre guillemets couramment un objet que par son prix, considéré uniquement comme un chiffre entre guillemets, une somme entre guillemets, ou une quantité numérique de monnaie. En fait, chez la plupart de nos contemporains, tout jugement porté sur un objet se base presque toujours exclusivement sur ce qu'il coûte. Nous avons souligné le mot « estimer » entre guillemets, en raison de ce qu'il a en lui-même un double sens qualitatif et quantitatif. Aujourd'hui,
On a perdu de vue le premier sens, ou, ce qui revient au même, on a trouvé moyen de le réduire au second, et c'est ainsi que non seulement on estime, ou entre guillemets, un objet d'après son prix, mais aussi un homme d'après sa richesse. Note de bas de page. Les Américains sont allés si loin en ce sens qu'ils disent communément qu'un homme vaut, entre guillemets, telle somme, voulant indiquer par là le chiffre auquel s'élève sa fortune. Ils disent aussi, non pas qu'un homme réussit dans ses affaires, mais qu'il est un succès, entre guillemets, ce qui revient à identifier complètement l'individu à ses gains matériels. Retour au texte. La même chose est arrivée aussi, tout naturellement, pour le mot valeur, entre guillemets. Et remarquons-le en passant, c'est là-dessus que se fonde le curieux abus qu'en font certains philosophes récents, qui ont même été jusqu'à inventer, pour caractériser leur théorie, l'expression de philosophie des valeurs, entre guillemets. Au fond de leur pensée, il y a l'idée que toute chose, à quelque ordre qu'elle se rapporte, est susceptible d'être conçue quantitativement et exprimée numériquement, et le moralisme, entre guillemets, qui est d'autre part leur préoccupation dominante, se trouve par là associé directement au point de vue quantitatif. Note de bas de page. Cette association n'est d'ailleurs pas une chose entièrement nouvelle, car elle remonte en fait jusqu'à l'arithmétique morale, entre guillemets, de Bentham, qui date de la fin du XVIIIe siècle. Retour au texte. Ces exemples montrent aussi qu'il y a une véritable dégénérescence du langage, accompagnant aux suivantes inévitablement celle de toute chose. En effet, dans un monde où l'on s'efforce de tout réduire à la quantité, il faut évidemment se servir d'un langage qui, lui-même, n'évoque plus que des idées purement quantitatives. Pour en revenir plus spécialement à la question de la monnaie, nous devons encore ajouter qu'il s'est produit à cet égard un phénomène qui est bien digne de remarque, c'est que, depuis que la monnaie a perdu toute garantie d'ordre supérieur, elle a vu sa valeur quantitative elle-même, ou ce que le jargon des économistes, entre guillemets, appelle son pouvoir d'achat, entre guillemets, aller sans cesse en diminuant, si bien qu'on peut concevoir que, à une limite dont on s'approche de plus en plus, elle aura perdu toute raison d'être, même simplement pratique, entre guillemets, ou matérielle, entre guillemets, et elle devra disparaître comme d'elle-même de l'existence humaine. On conviendra qu'il y a là un étrange retour des choses, qui se comprend d'ailleurs sans peine par ce que nous avons exposé précédemment. La quantité pure étant proprement au-dessous de toute existence, on ne peut, quand on pousse la réduction à l'extrême comme dans le cas de la monnaie, ouvrons la parenthèse, plus frappant que tout autre, parce qu'on y est déjà presque arrivé à la limite, fermons la parenthèse, aboutir qu'à une véritable dissolution. Cela peut déjà servir à montrer que, comme nous le disions plus haut, la sécurité de la vie ordinaire, entre guillemets, est en réalité quelque chose de bien précaire, et nous verrons aussi par la suite qu'elle l'est encore à beaucoup d'autres égards, mais la conclusion qui s'en dégagera sera toujours la même en définitive. Le terme réel de la tendance qui entraîne les hommes et les choses vers la quantité pure ne peut être que la dissolution finale du monde actuel.